Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour un nouvel update lecture. Update dans lequel je vais vous parler de ma dernière lecture de septembre. On en vient à bout de ce mois de septembre. Et de mes premières lectures du mois d'octobre. C'est des livres que vous avez déjà vus parce que les premières lectures que j'ai faites en octobre, en tout cas les premiers livres que j'ai terminés en octobre, je les ai lus sur le week-end d'Amile que j'ai fait sur le tout premier week-end d'octobre. J'ai vlogué ce week-end, donc vous m'avez vu lire ces livres entre guillemets et j'en ai déjà un peu parlé sur la chaîne, mais je vais quand même y revenir en update et puis après je vous parlerai de mes autres lectures d'octobre, évidemment. Ma dernière lecture pour septembre, ça a été les enquêtes de Jane Austen, le tome 3, Les vallées du canal de Julia Golding. Dans cette saga, on suit la jeune Jane Austen quand elle est adolescente. Dans ce tome-là, pour vous donner un ordre d'idée, elle a 13 ans. Et je suis un peu deg parce qu'en fait, pour une jeune fille de 15-16 ans, tout ce qu'elle fait, avec mon regard d'aujourd'hui, tu vois, même pour une jeune fille de l'époque, ça passe, ça va. Mais pour une jeune fille de 13 ans, effectivement, c'est un peu abusé, tu vois. Et je me dis c'est dommage parce que c'est l'autrice qui a choisi l'âge qu'a son héroïne, tu vois. Elle aurait pu prendre une Jane Austen de 15 ans, tu vois. Après je sais pas historiquement à quel âge Jane Austen a commencé à écrire, etc. Mais bref. Donc ici elle a 13 ans. C'est le troisième tome et comme dans les deux premiers, on va la suivre mener une enquête. On suit donc la jeune Jane Austen qui est un peu toujours avec Cassandra, sa grande sœur. Donc on suit Miss Austen, Cassandra, et Miss Jane Austen, qui n'est pas Miss Austen puisque c'est la deuxième fille de sa famille. Elle a une position clairement pas ouf, pour ne pas dire des gros mots, dans sa famille, puisque déjà pour l'époque c'est une jeune fille, donc pas ouf. En plus, elle est issue d'une famille modeste, donc ça veut dire qu'elle n'a pas grand chose à apporter pour un mariage. Vous voyez, elle n'a pas de valeur pour le mariage en soi. Et elle est la deuxième fille de la famille, donc même si ses parents trouvent un homme qui accepte d'épouser leur fille et de faire un beau mariage, un grand mariage, etc., bah ça sera pour Cassandra et pas pour elle, parce que Cassandra est la première, donc elle est prioritaire, vous voyez. Donc Jane Austen n'a pas une position très cool, et c'est ça que j'aime parce que pour nous aujourd'hui, Jane Austen, bah c'est Jane Austen, tu vois, l'autrice de Orgueil et Préjugés, Raison et Sentiment, elle a une popularité de dingue, c'est un personnage historique hyper apprécié, hyper reconnu, qui a une carrière absolument magistrale, vous voyez. Mais pour l'époque, bah c'est Miss Jane Austen quoi, et c'est Miss Jane même, et c'est pas ouf quoi. Ça crée un décalage un peu entre la vision que nous on en a aujourd'hui et comment ses contemporains la voyaient, d'autant que là on est à une époque où elle n'a même pas commencé encore à écrire, donc elle n'est pas du tout reconnue là-dedans. Mais bref, ici dans ce tome-là, elle va à Oxford. Son frère Henry, qui étudie à Oxford, parce qu'elle a aussi 4 ou 5 frères, hein. Voilà, c'est une grande famille. Bref, donc son frère Henry étudie à Oxford et il les invite, sa sœur et elle, à venir assister à une régate. On est à une époque où il y a des collèges de Oxford, il me semble que c'est peut-être toujours le cas aujourd'hui, mais donc les collèges c'est un peu l'équivalent, enfin moi je vois ça un peu comme l'équivalent des fraternités américaines. Vous voyez, c'est des petits, au sein de l'université, c'est des petits groupes d'étudiants qui se rassemblent, là en l'occurrence parce qu'ils étudient la même chose, mais c'est aussi un peu le cas dans les fraternités en général, les fraternités de sport, etc. Bref. Et donc, les collèges sont en concurrence les uns avec les autres sur plein de choses à l'époque, et ils organisent des régates, donc des espèces comme du canoë. J'ai pas les termes exacts, je sais plus. Il y a ça aux Jeux Olympiques aussi, il me semble, les longs bateaux là, avec plein d'hommes qui rament là, vous voyez, une femme d'ailleurs. Et donc c'est ça qu'ils font, son frère participe à ça, et il invite ses sœurs pour qu'elles le soutiennent, qu'elles le voient y gagner un peu. Sauf que, avant tout ça, quand elles arrivent à Oxford, donc les jeunes filles vont voir qu'il y a le canal qui est en train d'être creusé à côté d'Oxford. Donc il y a des ouvriers qui creusent le canal et elles se rendent compte que c'est pas des ouvriers, mais des prisonniers qui creusent le canal pour les occuper un peu. La vision sur les prisonniers de l'époque, sur les prisonniers de l'époque est un peu hard, on va pas se mentir. Et donc, comme le titre l'indique, il y a l'un de ces prisonniers qui va s'évader. Mais, je l'ai dit en vlog, le prisonnier s'évade à un peu plus de la moitié du bouquin. Et l'enquête menée par Jane Austen pour comprendre qui il est, pourquoi il s'est évadé, qu'est-ce qui s'est passé, etc. commence littéralement à 50 pages de la fin. Voilà, tout l'intérêt du bouquin, c'est de suivre
Jane à cette époque-là, avec son chien, avec sa sœur, avec son père ici en l'occurrence. Son père est donc pasteur, pour rappel. Et voilà, le livre entier, c'est pas l'enquête pour retrouver les vallées du canal. Pas du tout. Mais moi ça m'a pas dérangé, j'aime beaucoup, en fait j'aime beaucoup le style et j'aime bien suivre Jane Austen, alors même que je suis pas très fan de Jane Austen. Orgueil et préjugés, tout ça c'est pas mon délire, vraiment je crois que j'ai même plus Orgueil et préjugés dans ma bibliothèque parce que je vois pas l'intérêt de garder un livre que j'ai lu, certes, mais que j'ai pas aimé. Vous voyez, je suis pas fan de l'œuvre de Jane Austen, mais j'aime bien la figure historique qu'elle est et qu'elle représente aujourd'hui pour nous. Et bref, franchement, c'est une bonne ambiance. J'aime bien la Jane Austen de ce bouquin-là aussi. J'aime bien la suivre, je trouve ça cool, je trouve ça chouette. Et même si on n'a pas d'enquête à proprement parler malgré le titre, bah j'ai passé un bon moment. Je pense qu'au moment où sort cette vidéo, Halloween est passé, mais moi, mes premières lectures d'octobre étaient déjà très très halloweenesques. Donc j'ai lu Mortina, tome 5, une effroyable surprise de Barbara Cantini. Voilà, ce livre se passe à Halloween, au tout début. Donc on suit Mortina ici, qui est un zombie, qui vient d'une famille de zombies. En gros, on ne l'explique pas au début, mais tous les membres de la famille sont des zombies. Je sais pas trop pourquoi, on le découvre ici, hein, pourquoi ils sont des zombies, et seulement ici. Mais bref, donc voilà, on suit Mortina, une petite fille qui est zombie, etc., etc. Le premier tome se passe aussi au moment de Halloween, puisque l'histoire du premier tome, c'est Mortina, la zombie, qui découvre cette fête d'Halloween pour les humains, et qui se dit que c'est l'occasion parfaite pour sortir. Aller en ville, aller avec les enfants, parce que tout le monde croira qu'elle est déguisée, alors qu'elle n'est pas du tout déguisée, tu vois. Parce qu'elle n'a pas le droit de sortir du manoir, parce que sinon les gens vont la voir et avoir peur, et ça c'est pas une bonne idée. Donc Tante Trépassée ne veut pas qu'elle quitte le manoir d'échéance. Voilà. Donc ça c'est l'histoire du tome 1. Et ici on est donc un an plus tard que le tome 1, c'est de nouveau Halloween. Entre temps, Mortina s'est fait des amis, etc., etc. Bref, et donc ils sont dans le grenier du manoir d'échéance à farfouiller pour essayer de faire des déguisements, de trouver quelque chose à faire, tu vois. Et Mortina va retomber sur la dernière carte qu'elle a reçue de ses parents. Mortina vient avec sa tante, pas avec ses parents, et on ne sait pas pourquoi. Et on découvre ici que ses parents ont disparu. Ils lui ont envoyé cette carte il y a des années de ça. Ses parents faisaient beaucoup de voyages, etc. Et dans cette carte, ils lui disent c'est le dernier voyage qu'on fait, après on rentre. Sauf qu'ils ne sont jamais rentrés. Or, ce sont des zombies. Donc la question c'est où ils sont. Ils sont pas morts. Mais où ils sont. Et donc Martina va un petit peu essayer d'enquêter, essayer de chercher où ils sont, qu'est-ce qui leur est arrivé, essayer de comprendre, etc. Et c'est ça qu'on suit ici. On est sur ce genre de livre, c'est plus un album jeunesse qu'un roman, vous voyez. Et franchement j'adore, j'adore Mortina, j'adore cette ambiance, j'adore cette saga. Je la trouve absolument géniale. Pour l'automne, c'est juste parfait. Si vous avez loupé le coche pour Halloween, c'est pas grave, hein, vous pouvez lire Mortina en automne, c'est juste parfait. Moi j'adore cette saga. Ensuite j'ai lu Lilligoth, le tome 4 de Chris Riddle, et je viens d'ouvrir le bouquin et de me rappeler l'odeur qu'il a, j'en ai parlé en vlog, c'est vraiment horrible, mais en dehors de l'odeur, le livre est cool. Vraiment, le livre est génial. Ici on suit donc Lily, notre personnage ici, qui vit au manoir des Frissons Frissonnants avec son père qui est donc Lord Goth. Ils ont une vie assez fermée en fait, ils sortent très peu tous les deux du manoir, lui parce qu'il travaille sur place et qu'il est un peu déprimé, on va pas se mentir, depuis que la mère de Lily est morte, et elle parce que son père lui interdit de sortir, tout simplement. Voilà, mais dans chaque tome, le père de Lily organise un événement pour lequel il invite des gens au manoir. Il invite plein de monde au manoir. Ici, en l'occurrence, il va inviter des poètes et des musiciens pour créer un espèce de festival. Et pour vous donner un ordre d'idée, il y a plein de références qui sont faites à la vie réelle ici. On est en fantaisie, clairement, parce qu'il y a des animaux qui parlent, il y a des choses un petit peu loufoques, etc. Mais il y a des choses qui font référence à la vie réelle, à notre vie à nous, et c'est ce qui donne une double lecture. On est sur un livre jeunesse, mais toutes ces références-là ne sont pas forcément compréhensibles par des enfants. C'est-à-dire que les enfants n'ont pas forcément la ref
parce que c'est des choses qu'ils connaissent pas forcément. Genre là par exemple, le festival, le nom du festival rappelle Woodstock. Des enfants de 7-8 ans, aujourd'hui, ne connaissent pas Woodstock. Parce que, voilà, moi-même, j'étais même pas née pendant Woodstock. Je connais de nom et je vois à peu près ce que c'est, mais c'est tout, tu vois. Et j'ai 32 ans. Donc, des enfants, ils savent pas ce que c'est. Mais les adultes, oui. Ça fait référence aussi à des artistes connus, des gens connus, n'importe quel milieu. Et le tome d'avant, c'est les Hauts de Hurlefrousse, pour vous donner un ordre d'idée des références qui peuvent être faites, par exemple. Et je trouve ça chouette parce que, en tant qu'adulte, si tu lis ça avec ton enfant, t'as toi aussi une lecture entre guillemets à ton niveau, c'est pas péjoratif pour les enfants, mais encore une fois, Woodstock, bah, ils savent pas ce que c'est, tu vois. Et c'est pas grave en soi, mais pour toi, adulte, ça te fait une info en plus. Je sais pas comment expliquer, mais je trouve ça très cool. Et aussi, de par les artistes et les gens connus qui sont cités ici, sachant que c'est jamais leur vrai nom qui est donné, c'est toujours des noms proches de leur vrai nom, comme Taylor Swifter par exemple, mais oui, c'est pas son vrai nom. Bref, bah toi, ça te fait une lecture à toi adulte, et si tu veux expliquer qui sont ces gens dans la vraie vie à ton enfant, tu peux. Bon, Taylor Swift, il y a plus de chances pour que les enfants connaissent que Woodstock. Vous voyez, il y a aussi ici en l'occurrence les Lady de Gaga. Lady Gaga c'est pareil, les enfants peuvent connaître, mais pas forcément associer. C'est-à-dire qu'ils peuvent déjà avoir entendu les musiques de Lady Gaga sans savoir qui elle est réellement, à quoi elle ressemble, etc. Vous voyez. Enfin bref, je trouve ça hyper cool, hyper chouette. Donc ici on a une nouvelle aventure avec un festival de musique et de poésie organisé par Laure de Goth, pardon je perds ma voix, et Lily qui est très contente de nouveau d'avoir autant de monde autour d'elle, au manoir, etc. parce qu'elle voit très peu de gens, puisqu'elle n'a pas vraiment le droit de sortir du manoir. J'adore cette saga. Je sais pas si c'est le dernier tome, je crois que oui, mais il faudrait que je vérifie. J'ai déjà galéré à trouver ce tome 4 parce que c'est des livres quand même qui datent un petit peu. Dépôt légal, deuxième trimestre 2018. Mais je galère vraiment à les trouver, mais j'adore, vraiment j'adore cette saga. Et enfin, c'est le troisième petit livre que j'ai lu sur le Week-end à 1000 et c'est le dernier livre pour cette update, c'est L'Hôtel des Frissons, c'est ça, La Chambre Froide, donc le tome 2 ici de Vincent Vimino. J'avais même pas fait gaffe à Le Manoir des Frissons Frissonnants et Hôtel des Frissons. J'ai pas du tout fait attention. Mais bref, et j'ai préféré ce tome 2 au tome 1. En fait, dans le tome 1, on nous donne pas vraiment de contexte. Ou alors, peut-être que j'y ai pas fait attention au début, je sais plus. Mais ici, au début, on nous donne plus de contexte que dans le tome 1. J'ai trouvé. En gros, on va suivre une petite fille et un petit garçon qui doivent avoir 9-10 ans par là et qui vivent tous les deux à l'Hôtel des Frissons. Je l'ai dit en vlog, mais quand j'ai lu le tome 1, moi je pensais qu'ils avaient grandi à l'Hôtel des Frissons. Et du coup, au cours du tome 1, ils découvrent la particularité des clients de l'hôtel et un petit peu les différents étages et comment réellement est fait l'hôtel. Et du coup, je comprenais pas, j'étais en mode, mais s'ils ont grandi dans l'hôtel, pourquoi ils le découvrent que maintenant? Tu vois, enfin, ça n'avait pas de sens pour moi. Et en fait, au début de ce tome 2, on t'explique que le père de la jeune fille vient d'acheter l'hôtel. Que ça fait pas longtemps qu'ils sont là. Et donc en fait, ils n'ont pas grandi dans l'hôtel. Bref, donc elle, c'est la fille des propriétaires, et lui, c'est le fils du cuisinier de l'hôtel. Et ici, Margot va se rendre compte que son meilleur ami, Tristan, lui cache quelque chose. Et elle est un peu en mode... elle n'est pas franchement triste qu'il lui cache quelque chose, mais elle ne comprend pas pourquoi il lui dit pas tout. Tu vois, il lui dit qu'il y a un secret, il lui dit qu'il y a quelque chose qu'il peut pas lui dire, et elle est en mode mais on se dit tout, je vais pas le répéter à quelqu'un, pourquoi il veut pas me le dire, c'est pas normal et tout. Et donc elle va un petit peu enquêter toute seule de son côté. Dans le tome 1, on suit vraiment les deux enfants qui enquêtent ensemble, et ici c'est Margot toute seule qui enquête sur Tristan du coup. Et donc tu vas finir par découvrir ce qu'il lui cache, et franchement j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça très cool. Il y a juste une chose, mais je pense que c'est fait exprès. On parle de cuisine ici, de chambre froide, et donc d'animaux dans la chambre froide. Mais vraiment les descriptions qu'on a des animaux dans la chambre froide, il y a aussi des illustrations. C'est assez trash. Vraiment, clairement je pense connaître la position de l'auteur sur le traitement des animaux de ce point de vue là, et c'est un peu violent. Pour un livre jeunesse, franchement c'est un peu trop violent, je trouve. Je dis pas c'est bien d'en parler, etc. Mais de manière aussi trash, pour un livre destiné
à des très jeunes enfants, hein. Je pense que dès 6-7 ans tu peux lire ça, hein. C'est écrit gros, c'est illustré, bon bah voilà, je vous ai pris la page avec la fameuse illustration, enfin il y en a plusieurs, hein. Il n'y a pas que celle-ci, il y en a vraiment plusieurs, et c'est dommage, enfin c'est assez... Non seulement c'est écrit de manière un peu trash pour les enfants, mais en plus c'est visuel quoi. Du coup ouais, c'est... Bah, si le but c'est de dénoncer ça, c'est réussi, mais il y avait des manières un peu moins trash de le faire, je trouve. Mais sinon, j'ai passé un bon moment et j'ai trouvé ça quand même sympathique. On est sur un update lecture un peu court, mais en même temps, je vous ai montré des livres très petits et très jeunesse, et bah, sur des livres de moins de 100 pages, je peux pas faire des résumés de 4 minutes. C'est pas possible. À un moment donné, ça... Sinon, je vous raconte tout l'histoire et c'est pas le but des updates non plus. En tous les cas, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.